Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Bonsoir à tous et bienvenue à cette émission Le Grand Déballage qui déroule le tapis rouge aujourd'hui à ceux qui font l'actualité. Ils sont au cœur de la grosse polémique au Burkina Faso. On les appelle même les enfants pourris de la République qui demandent plus qu'il ne le faut. Et aujourd'hui, nous recevons donc le coordonnateur des syndicats des finances au Burkina Faso, M. Mathias Kadiogo est avec nous. Bonsoir à vous. Bonsoir, Ismaël. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage pour ce rendez-vous exceptionnel avec vous. Je l'ai dit en introduction, hein, ça vous fait quoi d'entendre dans l'opinion que vous êtes les enfants pourris de la République qui réclamaient plus qu'il ne le faut? Ça nous donne du chagrin quand on dit qu'on est enfant pourri, on ne sait pas en quelle matière nous sommes pourris. Vous avez des fonds communs, vous avez de bons salaires, vous avez pratiquement tout et puis vous continuez à demander sans Mais est-ce que ce que nous demandons, c'est des ressources financières? Non, les gens ne parcourent pas le préavis qui a été déposé, la plateforme revendicative, et les gens nous amènent sur un terrain qui n'est pas celui que nous avons envisagé. Savez-vous que vous êtes en train de mener une grève impopulaire actuellement au Burkina? Ah bon, notre grève est impopulaire? Ça, c'est vous qui m'informez, je ne suis pas au courant. Dans l'opinion, on écoute même des émissions interactives, les réactions des citoyens partout. On dit oui, mais l'opinion n'est pas suffisamment informée. Et l'opinion, il y a une certaine opinion qui s'en fiche, qui ne veut même pas l'information, qui est, de notre point de vue, manipulée. Manipulée par qui? Manipulée, c'est peut-être par... je ne sais pas. Mais en tout cas, nous sentons que quelquefois, il y a certaines réactions qui nous amènent à penser que si ce n'est pas de la manipulation, un individu normal, c'est un intellectuel, ne peut pas souvent réagir voilà, comme il le fait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport aux revendications de cette coordination des syndicats des finances, je voudrais qu'on fasse une escale sur le cas du Sinatral, qui est le syndicat national des travailleurs de la douane. Alors, vous êtes ou pas dans la grève? Parce qu'il y a eu une grosse polémique qui a vu le jour sur notamment votre désolidarisation de cette lutte qui est menée actuellement. Non, nous sommes totalement dans la grève. Actuellement, nous sommes dans le cadre de sitting. Et c'est dans ce sitting-là que nous disons que pour sa gestion, pour nous, paramilitaires, il nous faut observer une certaine prudence. Une certaine prudence, pourquoi? Parce que nous avons des textes qui commandent que nous devons travailler au-delà des heures légales. Donc, nous avons pensé que si nous travaillons et nous observons le sitting de 8h à 14h pour reprendre les services de 14h pour les 15h30, à partir de 15h30, les autres pourront descendre, mais nous, on continue la nuit. Et vous savez que les services douaniers qui regorgent plus de personnel sont les bureaux de frontières, sont les bureaux principaux, à Ouaga, à Bobo. Donc, ces gens-là seront amenés à travailler la nuit. Donc, il faut prendre cette donne en compte. Il y a aussi le fait que nous sommes des hommes en armes. Et généralement, les sittings, le gouvernement déploie la police. Et quand la police est là, on ne sait jamais, il peut y avoir des dérapages. Donc, il faut être sûr de pouvoir maîtriser cet état de fait avant d'engager les éléments dans le sitting. Nous pouvons aussi avoir des infiltrations voilà, express pour gérer, pour créer voilà, des torts aux douaniers. Donc, alors, vous avez dit que vous allez vous donner le temps donc, pour mettre en place une stratégie. Alors, mettre en place une stratégie, ça veut dire quoi concrètement? C'est une manière indirecte de dire on n'est pas dans la même dynamique que les autres? Non, pas une manière de dire. Nous sommes toujours dans la même dynamique. Nous concertons la base voilà, à l'effet de trouver des modalités de gestion de ces sittings. Parce que nous, de par le passé, la douane n'a jamais observé un sitting. Donc, quand c'est nouveau, il ne faut pas se jeter comme ça pour ne pas créer plus de tort que ce qui a amené à créer à s'engager dans la lutte. Alors, si on prend toujours le cas de la douane, l'article 10 de la loi 104, on se rappelle CNT 2015, dit clairement que le douanier aujourd'hui est astreint à la discipline étant un corps paramilitaire. C'est ce que le gouvernement a avancé comme argument pour dire que vous n'êtes pas dans la légalité pour être dans les sit-ins. Les travailleurs de Burkina Info ne sont pas astreints à la discipline. Tout le monde est astreint à la discipline. Mais nous ne sommes pas un corps paramilitaire. C'est parce qu'on est paramilitaire ou militaire. Vous avez une formation spécifique. Non, mais ce n'est pas parce qu'on est militaire ou paramilitaire qu'on est astreint à la discipline. Je me dis que partout, et dans la vie privée, dans la vie quotidienne, tout le monde doit être discipliné dans ce qu'il fait et dans ce qu'il dit. Donc, ce n'est pas une question de paramilitaire. Maintenant, le fait de porter un porteur de tenue, effectivement, voilà, a beaucoup d'observations voilà, qu'il doit avoir à lui-même pour ne pas susciter beaucoup de réticence ou de rejet au niveau de la société.
Voilà pourquoi Donc, nous vous pensons dites que... clairement cette discipline ne vous empêche pas d'aller en grève aujourd'hui au niveau de la Absolument, douane. absolument. Nous sommes des citoyens de ce pays. Et Mais la un citoyen en Constitution... tenue est un citoyen différent des citoyens Mais la ordinaires. Constitution dit que nous avons droit à la grève. Nous avons notre loi 104 portant statut Du personnel des douanes au Burkina. qui dit que nous avons droit à la grève. C'est l'article 71, si je ne m'abuse. Alors, l'article 71, justement, qui précise un peu plus loin que nous devons assurer le service minimum. Le service minimum, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais nous assurons le service minimum. Oui. Oui, avec les autorités douanières, de concert, en tout cas, nous veillons à ce que le service minimum soit assuré. Maintenant, c'est le contenu voilà, que nous donnons au service minimum qui peut peut-être ne pas être celui que le gouvernement donne. Parce que pour nous, le service minimum, ce n'est pas dire et exécuter toutes les tâches que tout le personnel aurait dû exécuter en temps normal. Donc nous avons dit que le service minimum là peut concerner les marchandises périssables, les envois urgents. Ah donc c'est vous qui choisissez ce que vous devez sauver? Non, c'est pas nous. Mais nous on dit, maintenant c'est au gouvernement aussi de définir aussi pour lui. Et maintenant peut-être qu'on va rentrer en arbitrage. Alors, mais en tous les cas, jusqu'à présent, il n'y a pas de couac. Nous réussissons avec les camarades sur le terrain à trouver quand même voilà, des... Et quand on regarde le communiqué du gouvernement, clairement, il y a des velléités de sanctions contre des douaniers qui se seraient donc intéressés à la lutte actuelle. Est-ce que vous avez peur pour certains de vos militants? Non, je n'ai aucune raison d'avoir peur parce que c'est le pouvoir exécutif, c'est normal que le gouvernement menace. Et nous disons que c'est des intimidations. Ce n'est pas... Ça ne nous étonne pas que le gouvernement dise qu'il va sanctionner, mais la menace de sanctions, ça n'est... Mais ça peut démoraliser vos troupes sur le terrain. Est-ce que certains ne vont pas se sentir plutôt dans l'inquiétude? Non, mais les menaces là sont dirigées sur l'ensemble même des travailleurs du ministère, même sur des impôts, du trésor, des finances. Le communiqué serait spécifique sur les cas des douaniers, par exemple. Bon, mais sur le cas des douaniers, s'il y a des dérapages, parce qu'il faut appliquer des textes, s'il y a des dérapages qui sont en dehors des règles constitutionnelles ou bien des règles législatives qui sont définies dans notre pays, voilà qu'on les applique. Sinon, moi, je ne vois pas un douanier qui va exercer son droit d'aller en grève et que le gouvernement dit que tu ne dois pas aller en grève ou bien que tu n'aurais pas dû ceci ou cela. Donc, je pense que vous voulez parler du cas du sitting, voilà, qui a été évoqué par le gouvernement qui dit que bon, le sitting n'est pas légal. Bon, moi, je suis étonné parce qu'en tant que syndicaliste, moi, je trouve que bon, le gouvernement est peut-être allé trop loin et n'a pas fait preuve. Le gouvernement a parlé de l'avis du Conseil d'État qui a été... Mais l'avis du Conseil d'État n'est pas la loi. L'avis du Conseil d'État n'est pas une décision. L'avis du Conseil d'État, c'est un avis. C'est une orientation. Maintenant, si le gouvernement veut établir que le sitting est illégal, le gouvernement doit faire prendre une loi qui va prévoir le sitting est illégal et prévoir la sanction. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Ah, donc vous pensez que c'est le gouvernement finalement qui ne s'assume pas? Le gouvernement qui ne s'assume pas. De mon point de vue, c'est le gouvernement qui s'assume. Et du point de vue du syndicat. Si on reste encore sur le cas des douaniers, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour des gens qui n'ont jamais fait de sit-in, avec notamment les horaires proposés qui ne concordent pas avec le rythme de travail qui est imposé à votre niveau, est-ce que véritablement les sit-in ont eu des effets sur vos équipes sur le terrain? Pour le moment, nous n'avons pas commencé à observer les sit-ins. Donc le travail se déroule normalement chez les douaniers? Le travail se déroule, voilà, comme d'habitude sur le terrain, voilà, au niveau de la douane. Oui. Voilà, en attendant que nous-mêmes nous accordons avec notre base, avec tous les militants du Sinatra, sur la possibilité ou non voilà, de s'adonner à cette action. Est-ce que cette situation ne peut pas porter préjudice même à l'ensemble du mouvement? Si on voit que les douaniers continuent de travailler normalement alors que les autres sont actuellement en lutte. Non, pas du tout. On s'est largement expliqué et les autres camarades nous comprennent. Les autres camarades, les autres syndicats nous comprennent bien. On s'est suffisamment expliqué. Sur le terrain, quelle est l'ambiance qui prévaut par rapport à ce que vous êtes allé constater vous-même, parce que vous avez été du côté de Dakola, par exemple? En tout cas, tout le monde est confiant. Les gens trouvent qu'il faut poursuivre la lutte et que nous allons poursuivre les concertations. Nous allons aller dans d'autres offices, à la direction générale, pour essayer de discuter et recueillir le point de vue des camarades des militants. Dites-nous, quand la polémique avait le jour, quelle a été votre réaction à chaud? Parce qu'on a vu un peu partout publié, le Sinatra se désolidarise de la lutte. Vous l'avez vous-même dit tout à l'heure, vous continuez à travailler normalement? Bon, c'est un sentiment de désolation qui m'a animé parce que je trouvais que notre message était torpillé. Voilà, en disant que le Sinatra se désolidarise, c'est une sorte d'orchestration de division à notre sein.
alors le mot ne devait pas être se désolidariser parce que jusqu'à présent, nous nous montrons solidaires des autres syndicats pour la lutte légitime qui est engagée au sein du ministère. Voilà, parce que jusqu'à preuve du contraire, nous retrouvons dans la plateforme qui a été déposée. Alors, si on part step by step, rentrons maintenant dans le vif du sujet par rapport à vos différentes revendications. Alors, pour le commun des Burkinabés, vous êtes des syndicats aujourd'hui qui luttaient pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail. On n'a pas vu dans la plateforme et dans les différents points soulevés le fonds commun, même si on sait que ce qui vous divise des autres fonctionnaires de l'État, c'est la question du fonds commun. Est-ce que vous pensez qu'on vous fait un mauvais procès sur la question du fonds commun aujourd'hui? Absolument, nous faisons un mauvais procès. Nous n'avons pas pour ce préavis-là parler de révalorisation, d'augmentation ou bien pas du tout, pas de question de fonds communs. Aujourd'hui que 55 milliards, par exemple. Nous avons parlé de renforcement du cadre juridique de ces motivations que nous octroyons. Pourquoi il faut renforcer? Qu'est-ce qui bloque pour qu'on renforce le cadre juridique? Non, c'est pour quand même prévenir certains dérapages. Pour que... Vous avez peur de perdre aujourd'hui les avantages liés au fonds commun? Pas du tout, parce que tant qu'on vit, il faut lutter. Nous ne pensons pas que... Voilà, là où nous sommes arrivés avec ces fonds communs, c'est à travers des luttes. Donc nous ne pensons pas que nous allons pouvoir perdre ces fonds communs. En aucun cas, en tout cas, pour moi, personnellement, je ne pense pas que... Et pour toute la coordination, qu'il peut arriver qu'on nous retire ce fonds commun. En quoi vous êtes plus méritant que les autres fonctionnaires de l'État? Je ne saurais le dire. Nous n'allons pas philosopher ici. Parce que si je dis que je suis plus important que toi, je vais mentir. Si vous dites que vous êtes plus important que moi, c'est complet dans la société. Maintenant, pour la rétribution de cette motivation, je pense qu'il vous appartiendra de demander au gouvernement qui nous donne, de dire pourquoi il nous donne. Depuis 1963, on donne le fonds commun. En 1965, on a commencé pour les impôts, et ainsi de suite. Donc, je pense que quand on dit fonds de motivation, il faut prendre la notion là comme ça. Et ce n'est pas une invention ou une création de Burkina Faso. Est-ce que ce n'est pas indécent d'avoir près de 55 milliards qu'on distribue à une minorité de fonctionnaires par rapport à la majorité? Je n'ai aucune idée sur le montant. Ah, vous êtes à la coordination, vous ne connaissez pas le montant du fonds commun? Vraiment, je ne connais pas le montant, je ne peux pas vérifier. Est-ce que c'est sérieux ce que vous dites, M. Kadiogou? C'est sérieux. Et les 55 milliards dont tout le monde en parle aujourd'hui? C'est le gouvernement qui a dit, c'est le gouvernement qui dépense, donc nous... Voilà, moi, je n'ai pas les moyens pour le vérifier. Un responsable syndicat qui ne connaît pas le montant du fonds commun, c'est étrange quand même. Non, moi, je connais le montant à la douane. Et à la douane, ça fait combien? Non, je ne peux pas... En quoi c'est un secret? Puisque c'est l'argent du contribuable qu'on vous Je pense que le ministre qui a bien voulu dire le montant individuel pourra encore informer, renseigner l'opinion sur le montant par régie. Pourquoi vous ne voulez pas parler du montant que vous connaissez? On sait bien que vous le connaissez, mais vous ne voulez pas le dire parce que vous trouvez que c'est indécent. Ce n'est pas juste pour vous de dire ça. Je n'ai jamais pensé que c'est indécent. Jamais. Ce n'est pas mon point de vue. Je n'ai jamais trouvé même que ce montant est indécent. Parce que je connais que dans la toute-région, il y a des gens qui sont nettement mieux. Qui sont nettement mieux. Et qui ne font pas plus d'efforts. Non, je ne peux pas aussi citer des pays. Mais je trouve qu'un journaliste comme vous, si vous... Voilà, moi, je vous donne le montant, 55 milliards. Mais est-ce que vous trouvez que 55 milliards, pour vous seulement, alors qu'on a des milliers d'enseignants, d'infirmiers qui sont dans les hameaux les plus reculés du pays qui n'ont pas ces avantages comme vous, est-ce que c'est normal? Non. Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on redistribue l'argent pour que tous les fonctionnaires de l'État puissent en bénéficier? Non, nous, on n'a jamais empêché qu'on redistribue pour que d'autres gagnent. Mais ce n'est pas à partir de pour nous qu'on va aller pour donner. Je pense que le gouvernement a tous les moyens. S'il trouve que, comme le chef de l'État l'a dit à l'occasion de son discours de fin d'année, qu'il y a inéquité, je pense que voilà, c'est son devoir de trouver les moyens pour équilibrer. Voilà, vous n'êtes pas contre le principe? Nous ne sommes pas contre le principe. Nous ne sommes pas contre le principe. Vous êtes prêt aujourd'hui à ce qu'on prenne les 55 milliards pour redistribuer à tous les fonctionnaires? Non, mais l'inéquité, on n'a pas dit de tailler ceux qui sont en haut pour les amener en bas. Je pense que c'est trouver les moyens pour tirer ceux qui sont en bas vers là-haut. Quels moyens vous êtes aujourd'hui à la douane? Vous savez un peu quelles sont les recherches de ce pays-là? Moi, je suis à la douane. Il y a des gens qui sont au ministère, il y en a qui sont au premier ministère. C'est eux qui sont plus outillés pour savoir comment ils vont trouver. Je pense qu'ils ont toutes les imaginations possibles qu'ils peuvent opérer. Donc pour vous, aujourd'hui, le fonds commun doit être maintenu quoi qu'il arrive dans ce pays-là? Absolument. Donc les syndicats des finances ne sont pas prêts aujourd'hui à ce qu'on abandonne la redistribution des fonds communs? Bon, comme cette question n'est pas datée, de notre point de vue, le gouvernement ne nous a pas dit que nous voulons supprimer, nous voulons tailler. Le gouvernement ne nous a pas dit. Donc, qu'est-ce que moi je pourrais donner comme réaction?
On va attendre que le gouvernement dise quelque chose et on pourra encore revenir sur le plateau. Voilà, vous donner notre opinion maintenant sur le sujet. Mais quand cela n'était, nous trouvons que si on trouve qu'il y a des gens voilà, qui doivent être mieux aussi traités, bien traités, voilà, que le gouvernement trouve les moyens aussi pour le faire. Alors, revenons donc sur un autre élément très important, la question des check-off. Alors, ça fait l'objet de beaucoup de débats. Est-ce qu'on doit contraindre quelqu'un à aller vers un syndicalisme à travers des cotisations, comme ce qui est dit aujourd'hui dans l'opinion, ou vous voulez impérativement qu'on enlève directement? Tout ça, c'est des questions de manipulation politique. Manipulation politique. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous imaginez que, à 2 jours de la répartition des motivations, qui devrait consacrer les retenues pour les syndicats et les mutuelles. C'est combien? Dites-nous la vérité. Ça fait combien la répartition de ces fonds? Puisque ce qui nous est revenu comme information, c'est qu'on prélève sur le fonds commun pour donner aux organisations syndicales des finances. C'est ça, vous le confirmez? Non, on prélève sur les parts de chaque militant. Ok. Chaque militant. Maintenant, on a dit, s'il y a des militants qui ne se reconnaissent pas dans une structure donnée, dans une administration, que ces militants se signalent. Si vous ne vous reconnaissez pas dans la mutuelle de la douane, MADO, ou bien dans le syndicat de la douane, vous vous signalez et personne ne va vous obliger. Et jusqu'à preuve du contraire, personne ne nous a montré un seul nom, une seule liste pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Maintenant, là où il y a problème, ce sont des méthodes qui ont été pratiquées depuis longtemps. Nous sommes arrivés au syndicat il n'y a pas longtemps. Il y a des gens qui nous ont dévancés. On a des dévanciers qui étaient là et qui opéraient de la même façon. Mieux, il y a des syndicats qui ont eu des protocoles d'accord avec le gouvernement pour opérer ces retenues. Et encore, le décret dont Madame le ministre a fait cas, le décret de 2012, n'est pas d'application puisque le décret est d'application nationale pour tous les syndicats. Oui. Mais lorsqu'on n'a pas trouvé les formules qui s'adaptent à tous les syndicats, on ne peut pas venir dire qu'au ministère des Finances, il faut que tout de suite et maintenant en 48 heures, respecter les dispositions de ces décrets. Et c'est ça nous avons dit, donner le temps qu'il faut pour se concerter et trouver les meilleures formules pour appliquer, même si c'est au niveau des syndicats. Donc vous n'êtes pas contre aujourd'hui, par exemple, qu'on fasse circuler des listes, que les gens s'inscrivent et tout ça? Non, on n'est pas contre. Oui. On n'est pas contre. C'est la manière que le refus a été opéré par Madame le ministre. Mais est-ce que cet argument, par exemple, peut valoir une grève de cette nature pour paralyser l'économie de tout un pays? Mais la grève n'est pas liée uniquement à ce point. Mais on s'est dit, nous on se pose la question, pourquoi le gouvernement va faire une fixation sur ce point? D'autant plus que ce que le gouvernement refuse qu'on retienne ne rentre pas dans les caisses du gouvernement pour contribuer à bâtir des écoles, à construire des routes, à électrifier des villes. Mais c'est pour approvisionner les caisses des syndicats. C'est clair. Mais les caisses des syndicats, les syndicats travaillent pour qui? Les syndicats travaillent pour les militants, les agents. Les syndicats ne travaillent pas, ne défendent pas les intérêts du gouvernement ou bien, je ne sais pas. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment, les intérêts professionnels, nous allons le faire. Mais nous défendons principalement les intérêts de nos militants. Donc, on ne peut pas... Un militant qui ne se sent pas dans un syndicat le dit clairement. Et est-ce que vous avez déjà entendu qu'au niveau du ministère des Finances, on a violenté, ou bien en tout cas on a insulté un travailleur parce qu'il ne se reconnaît pas dans telle ou telle organisation syndicale, ou bien il ne se reconnaît pas dans une mutuelle? Mieux même, vous voyez, le décret ne parle même pas des mutuelles. Oui. L'État doit prendre en charge les soins de santé de tout le monde. Mais comme tout le monde sait que l'État n'a pas les moyens pour le faire, les gens s'organisent pour s'entraider. Et maintenant on vient, on dit non. Ici, on ne peut pas. Vous prenez la mutuelle de la douane. En décembre, la mutuelle de la douane a eu son assemblée générale, au cours de laquelle les militants ont décidé d'augmenter, ou du moins les mutualistes ont décidé d'augmenter la cotisation. De façon volontaire. Hein, de façon volontaire. À l'effet d'avoir de plus grandes... C'est passé de combien à combien finalement? Ça passait de 10 000 à 20 000 francs par mois. Par mois. Par mois. Et en contrepartie, si tu es malade, tu reçois en tout cas une offre importante quand même de soins là, dans les pharmacies ou bien dans les cliniques. Mais quand on arrive, on dit, et la mutuelle qui était en partenariat avec, je ne sais pas c'est quoi, une société, grâce à moi, c'est quoi, voilà, ils sont allés directement contracter les pharmacies et les mutuelles. Et on dit, il ne faut plus couper. Mais comment la mutuelle va pouvoir régler maintenant ses factures? On dit non, ce n'est pas bien. Il faut continuer en attendant de trouver une meilleure formule. Puisque jusqu'à présent, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit au directeur général de la douane ou bien au ministre des Finances pour dire qu'il ne se le connaît pas dans la mutuelle, il ne veut pas qu'on le coupe.
Naturellement, quand on veut tenir l'Assemblée générale, c'est par représentation qu'on fait. Donc, finalement, vous écoutez attentivement, il y a eu de la mauvaise communication autour de ce check-off finalement qui fait l'objet de débat. Absolument. Nous pensons qu'il y a eu une mauvaise communication sciemment orchestrée par Alors, aujourd'hui, peut-être, je veux confirmation avec vous. Ce qui nous est revenu, nous, comme information, c'est que, par exemple, ce que vous recevez comme prime pour la lutte syndicale au niveau de la douane, ça fait 20 millions. Vous le confirmez? Pour là 20 millions de francs CFA. Nous, on n'a aucun COPEC. Le ministère des Finances ne vous donne aucun centime? Non, le ministère des Finances nous donne une subvention. C'est combien la subvention? 5 millions par an. 5 millions par an? 5 millions par an. C'est que le ministère donne à tous les syndicats du ministère. Oui. Pas Chaque syndicat a 5 millions par an. Au niveau de la direction générale, nous n'avons rien. Oui. Même si nous avons des acquis, nous n'avons rien. En dehors des cotisations des travailleurs, nous n'avons rien. Mais c'est sur quelle base qu'on vous donne cet argent? La subvention? La subvention pour les syndicats? C'est comme le gouvernement qui donne au niveau de l'UAS aussi les subventions. Les 100 millions. Oui, les 100 millions. Je pense que ce sont les dévanciers qui avaient discuté, négocié avec le gouvernement par rapport à leur programme d'activité, d'avoir avec le ministre des Finances un soutien. Et le ministre des Finances en son temps a bien voulu accéder à leur demande. C'est tout. Donc pour vous aujourd'hui, clairement sur la question du check-off, il faut que le gouvernement se donne le temps, vous donne le temps de mieux organiser cela. Absolument. Nous pensons même que c'est mieux de laisser de nous laisser continuer comme ce qui se faisait avant. Et en attendant que l'UAS, l'ensemble des syndicats, regroupés au niveau de l'unité d'action syndicale, donne des réponses par rapport au schéma de mise en œuvre proposé par le gouvernement. Et à ce moment, nous sommes partie prenante. Maintenant, si on ne veut pas ça aussi, on veut qu'au niveau du ministère des Finances, qu'elles soient réglées autrement, qu'on se donne le temps de discuter au sein du ministère pour trouver des solutions qui conviennent. Mais qu'on décide en 48 heures pour dire que moi, un jeune destinataire, d'amener des fiches des gens qui sont à Déou ou bien des gens qui sont à Saint-Quincé, voilà, à venir présenter à Madame le ministre avant de prendre les retenues. Je trouve que quand même il y a... L'ensemble des retenues coûte combien au total? Non, il n'y a pas de montant. Non, au moins, vous aviez une idée du montant. Nous avons 5 000 francs par militant. 5 000 francs par militant, ça fait énormément d'argent quand on connaît le personnel de la douane, c'est beaucoup quand même. Alors, si vous dites aujourd'hui que ça fait 5 000 francs par militant... Vous savez, ici, Non, les gens ont une idée. C'est important parce que l'opinion veut comprendre. Voilà, l'opinion veut comprendre. Je vous dis quelque chose. Pour ceux qui connaissent le Niger, qui ont fait un tour au Niger, quand vous allez voir les syndicats de la douane du Niger, c'est que ce qu'ils ont comme siège, ça dépasse notre bourse du travail. C'est-à-dire qu'ils ne font pas des polémiques autour des cotisations. Parce que les cotisations sont les militants qui doivent débattre de ça. Mais ce n'est pas une opinion qui doit dire qu'on ne doit pas faire ça. Mais les militants en question, est-ce que l'État doit prélever directement pour vous donner? L'État ne prélève pas. Ça doit se faire de façon... L'État ne prélève pas. Il y a le montant pour... On dit, monsieur Ismaël, voilà, et vous êtes un cadre A, et votre fonds commun, ça fait 200 000. Et on inscrit les 200 000 avant d'enlever les 5 000 francs pour la mutuelle. Bientôt, il y aura encore quelque chose pour l'association, l'AS Douane. Voilà, ainsi de suite. S'il y a d'autres prélèvements, on le fait et on vous dit, voilà, c'est qu'on reverse à la banque pour vous. Et c'est vérifiable. Personne nous, on n'a pas connaissance que quelqu'un s'est plaint, que ce soit au niveau des impôts, que ce soit au niveau... Je pense qu'au niveau des impôts, en 2011, il y a des gens qui se sont plaints, qui ont écrit et on les a enlevés. Ça n'a pas fait l'objet de débat. Mais depuis que Madame le ministre est là, nous n'avons pas connaissance qu'il y a quelqu'un. Il y a 2 syndicats qui ont été créés l'année passée. On leur a dit, si c'est comme ça, c'est pour ces syndicats que la mesure a été prise, que ces syndicats amènent leur liste de militants qui vont venir en déduction des militants du Sénaïd et du SATB. Alors vous n'avez pas de liste de militants à fournir. Ce sont que les nouveaux syndicats qui doivent les nouveaux syndicats qui vont amener leur liste. Vous êtes traités sur le même pied, vous êtes tous des syndicalistes. Les syndicats qui ne remplissent pas des maisons, nous ne les considère pas. Il faut quand même qu'il y ait un syndicat. Voilà, vous pensez que ce sont les syndicats qui ont été fabriqués de toutes pièces pour nuire à votre lutte? Absolument. Ça, il n'y a pas de doute. Mais ce sont vos camarades, ce sont vos collègues de service. Nous avons vu des gens honteusement assis dans les bureaux pour dire que, bon, eux, ils ne se reconnaissent pas dans la lutte engagée. Bon, c'est pas demain comment ils vont regarder les autres. On y adhère et on n'y adhère pas comme on veut. Voilà, mais justement, voilà pourquoi ils ont eu la liberté. Personne ne va dire qu'on l'a violenté, on l'a agressé, on l'a insulté à cause de ça. Voilà, mais nous trouvons que, bon,
faut pas aussi se ridiculiser parce qu'à un moment donné... Vous êtes transparent dans tout ce que vous dites. Absolument. Alors dites-nous, si c'est le cas, les 5 000 qu'on a prélevés, qu'on a refusé de vous donner en 48 heures, le montant total c'était combien? Et au niveau du syndicat de la douane, notre prélèvement tourne autour de 9 millions, je crois. Et c'est ce qu'on a refusé de vous remettre? Absolument, oui. Alors aujourd'hui, dans la dynamique de la lutte qui est menée... Mais quand on nous donne 9 millions, ça ne veut pas dire qu'on prend les 9 millions, aller voilà, faire des choses... les 5 autres. Absolument. Donc oui, ça fait près de 14 millions. Voilà, tout à fait. Voilà, on ne va pas prendre ça, les faire. C'est si on a des activités, puis c'est vérifiable. Les syndicats tiennent une gestion comptable correcte et qu'il faut, c'est vérifier. Donc nous, on n'a pas de... Justifier généralement dans ce pays, c'est peut-être la moindre des choses quand on remarque comment les gens se débrouillent. Alors si on continue dans la même lutte que vous menez... Non, on ne se débrouille pas. Le syndicat doit être exemplaire. Alors, si le syndicat doit être exemplaire, on va continuer dans la même dynamique. Oui. Alors, un autre élément très important, vous avez demandé à ce que l'on respecte tous les accords qui ont été signés avec le gouvernement. Oui. Alors, sur ce plan, faisons une escale. Vous êtes des syndicats des finances. Vous avez signé des accords secrets avec le gouvernement. Maintenant que ça ne marche pas avec le gouvernement, vous sortez pour dire qu'on n'a qu'à respecter. Vous parlez exactement de quels accords qui doivent être impérativement respectés? Non, il y a eu, en 2017, 3 syndicats particulièrement, le SINAFI, le SATV et le SINAID, syndicat des finances, syndicat du trésor, syndicat des impôts, voilà, qui ont chacun mené une lutte sectorielle et qui a eu des acquis, qui est parvenu à conclure un accord avec le gouvernement. Maintenant, dans la mise en œuvre de cet accord, le gouvernement a traîné les pieds jusqu'à il y a des dates d'échéance qui sont échues. Et c'est pour ça qu'on rappelle le gouvernement que quand même c'est bien de respecter ses engagements. Oui, mais quels sont les principaux engagements que le gouvernement ne respecte pas aujourd'hui? Oh, bon, je ne saurais m'attarder sur ça parce que... Au moins quelques éléments majeurs. Je pense qu'au niveau des impôts, il y a le plan de carrière qui doit être mis en œuvre. Je pense que ça a été élaboré et déposé sur la table de Madame le ministre qui n'a pas encore validé. Et il y a également le fonds de lutte contre la fraude qui doit alimenter. Voilà, je pense que ce dossier allait à l'Assemblée, ça connaît un blocage parce que bon, il semble que ça n'a pas été suffisamment expliqué. Et il y a tellement, il y a par exemple la question du carburant. Voilà. Oui, vous avez demandé le rétablissement du carburant. Voilà. Le carburant avait commencé, la mise en œuvre avait commencé. Oui. Et avec un grand étonnement que nous avons constaté en fin d'année, que Madame le ministre a arrêté, a dit net que... Sans explication? Sans explication. Non, bon, c'est dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État. Il semble qu'elle dit qu'on ne peut plus servir le carburant aux agents. Mais de quel agent parlons-nous actuellement par rapport à ce carburant? Ce sont les agents comme moi, comme X, comme Y, qui ne sont pas nommés, qui n'occupent pas de postes de responsabilité, de grandes responsabilités. Donc, ce n'est pas le directeur général. Donc, en fait, tout le monde a droit à du carburant chez vous, pas finalement. Tout le monde, pas tout le monde. Pas tout le monde. Oui. Par exemple, chez nous, en douane, les agents n'ont pas de carburant spécifique. Oui. Mais on donne le carburant au chef d'unité, au chef de bureau, qui maintenant utilisent ces carburants pour faire fonctionner leur service. Mais au niveau des impôts, du trésor, ils ont constaté que les chefs, à un moment donné, prenaient le carburant et la distribution n'était pas conséquente. Donc, ils ont demandé qu'au lieu qu'elle soit comme ça, qu'on donne aux chefs pour qu'ils donnent aux agents, et de donner aux agents directement. C'est que le gouvernement a accédé. Et depuis, je crois, le mois de mai ou bien c'est le mois de juin, c'est appliqué. Et à la fin de l'année, madame a pris... Mais est-ce que réduire le train de vie de l'État en réduisant le carburant, ce n'est pas une bonne chose? Non, quand on sait que tout est prioritaire. Non, n'oubliez pas que nous sommes des structures financières, hein, surtout des structures de recouvrement, exposées potentiellement à la corruption. Donc, lorsque... Mais est-ce que ça empêche la corruption, justement? Non, pas que ça empêche. La grosse interrogation, c'est à ce niveau. Pas que ça empêche, mais au niveau même international, je pense qu'il y a des instruments qui sont établis et qui montrent que pour ces genres d'activités, il faut motiver les gens. Il faut les mettre dans les conditions qui puissent les amener à se départir. Le carburant, ça suffit pour ne pas être corrompu sur le terrain? Alors, mais si tu dois partir avec tes propres moyens pour les couvrir, naturellement que tu pourrais être tenté à remettre le carburant à sa place. Donc, si je viens, par exemple, vous êtes un marchand, hein, c'est pas un boutiquier, je viens chez toi pour recouvrir l'impôt, mais on ne m'a pas donné le carburant. Si vous me dites que vous n'êtes pas prêt, bon, mais aujourd'hui, prenez ça, bon, alors vous revenez après. Bon, c'est possible que je mords sur l'appât là avant de revenir après, ce qui n'est pas normal. Et c'est ce que nous disons. Il faut aider
les agents à se départir de la corruption. Ce n'est pas un truc compliqué. Donc aujourd'hui, en termes d'alternatives, vous acceptez par exemple qu'on réduise le carburant, mais que l'on ne le supprime pas définitivement, par exemple? Mais c'était même trop peu. Ils ont demandé, ils ont obtenu une augmentation. Je pense qu'ils avaient une histoire de 8 000, 5 000, il y en a même qui avaient 3 000 et ils ont augmenté. Pour combien de temps? Non, pour un mois, je crois. Pour un mois. 8 000, 3 000 francs par mois? Oui, oui. Ce n'est même pas beaucoup. Et dans les luttes, là, je pense qu'il y en a qui on a fait passer des montants à 20 000, 12 000, 15 000 ou 10 000. Bon, ce n'est pas des montants significatifs. Et ils avaient commencé, ils donnaient. Tout le dernier semestre de l'année, ils donnaient. Maintenant, quand on s'élève, on dit, pouf, on ne va plus donner. Ce n'est pas ça quand même qui va empêcher. Hein, si vous calculez avec le nombre d'argent qu'ils gagnent, ce n'est pas beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça qui va empêcher le gouvernement de réaliser donc, pour vous, le gouvernement a déplacé le débat sur la réduction du train. Le gouvernement a déplacé le débat. Sur la question de la réduction du train de vie de l'État. Absolument, le gouvernement a dit. Mais Madame le ministre a dit à l'Assemblée qu'il y a des directeurs qui se taillaient des parts de carburant de 2 millions. C'est ça qu'il faut s'attaquer effectivement. Parce qu'un directeur qui a carburé 2 millions pour lui-même, c'est pour faire quoi avec? C'est pour boire? Ou bien c'est pour donner à des amis? Ce n'est pas normal. Donc vous pensez qu'elle ne s'attaque pas aujourd'hui au problème réel? Elle ne s'attaque pas suffisamment au problème réel. Maintenant, bon, quand elle est parlé à l'Assemblée, elle a dit que c'est ça, elle veut réduire. Mais la communication qui a été donnée à l'Assemblée, ce n'est pas celle que nous attendions sur le carburant. Nous, on parle des agents qui sont en renforcement d'effectifs, hein, qui n'occupent pas des postes de responsabilité, à qui on doit donner le carburant pour faire le travail, et on ne donne pas. Nous parlons de ces agents-là. Nous ne parlons pas de ceux qui se taillent de carburant comme ils. Voilà. Est-ce que ce point est négociable pour vous? Non, je pense que sur ce sujet-là, le gouvernement même a reconnu que l'arrêté de Madame le ministre en l'état ne peut pas s'appliquer depuis le 30 mars. Et qu'il s'engage à poursuivre l'allocation du carburant comme il s'est fait. Donc il y a un point de réglé déjà. Réglé, mais le problème c'est que le gouvernement reconnaît, mais la mise en œuvre, on ne sait pas, on attend la fin de l'année, on attend quand pour régler. C'est ça qui fait la crise aussi. Une fois que vous dites que vous êtes d'accord, il faut avancer. Mais est-ce que ce n'était pas opportun d'avoir des échéances quand même? Non. De mise en œuvre de ces différents accords? Puisque quelque chose qu'on devait donner en décembre, on devait donner en janvier, février, mars, avril, mai, on n'a pas donné. Mais qu'est-ce qu'on attend? C'est prendre un arrêté, un nouvel arrêté pour autoriser les services qui donnent le carburant, de donner le carburant. Avec un rappel sans doute, c'est ce que vous souhaitez sans doute. Mais absolument, puisque on considère que les agents ont utilisé leur carburant, leurs moyens personnels pour faire le travail. Alors, dans la même dynamique, là, parlons d'un autre sujet. Vous avez parlé de l'occupation, par exemple, de ce bâtiment R+4. Là aussi, quand on écoute l'explication de Madame le ministre et on vous écoute, on a l'impression que ça, c'est un faux débat. Mais c'est ici tout cela qui fait que c'est la mauvaise foi qui a amené à la grève. Je ne manque du respect à personne, mais je trouve que par exemple, sur cette question de bâtiment, et vous savez qu'en août 2016, les travailleurs du ministère, là, ceux qui occupaient le bâtiment, là, le syndicat a conclu un accord avec Madame le ministre pour pouvoir réintégrer le bâtiment lorsqu'il sera rénové. Les bâtiments, on l'a fini de le rénover. Actuellement, il reste des petites addictions d'eau. Et avec notre grande surprise, nous avons entendu Madame le ministre dire que non, et comme vous avez manifesté en son temps, que les bâtiments voulaient s'écrouler. Voilà. Bon, moi, j'ai décidé de donner le bâtiment au MENA, au travers de l'enseignement. À travers, ils disent non. Un, nous avons un accord. Deux, nous souhaitons être là-bas ensemble avec nos collègues. Mais est-ce que là où ils sont, ils n'arrivent pas à bien travailler actuellement? Mais ils sont en location. C'est des charges supplémentaires pour l'État. Vous voulez dire que c'est du syndicalisme citoyen que vous faites, en réclamant qu'on réduise aussi le train de vie de l'État. Oui, mais quand on demande d'améliorer les conditions de travail ou bien ça, ça fait pas des conditions de travail. C'est citoyen. Nous trouvons que quand même ici, voilà, le gouvernement ne devait même pas, si j'avais été ministre, ou bien si, je sais que si vous étiez à la place de Madame le ministre, vous n'allez pas avoir une heure de temps, prendre pas une heure de temps pour régler ce problème. D'autant plus qu'au niveau du MENA, il n'y a pas de manifestation. Voilà, ils ne sont pas figés, ils n'ont pas dit qu'il faut coûte que coûte ce bâtiment. Et ils peuvent aller occuper d'autres bâtiments. Mais dès lors que ce sont des gens qui étaient là-bas, qui ont quitté pour qu'on réfectionne le bâtiment, on finit de réfectionner, ils disent qu'ils souhaitent réintégrer. Je ne trouve pas vraiment qu'il y ait lieu de tergiverser. Ce n'est pas un bien privé.
c'est un bien de l'État. Et l'État, c'est chacun de nous. Vous pensez aujourd'hui que ça n'aurait même pas dû faire l'objet d'un débat quelconque au niveau de votre plateforme revendicative? Tout à fait. Un autre point qui a retenu l'attention de beaucoup d'observateurs de la scène politique ou de la scène économique, l'arrêt de toutes les réformes. Alors, est-ce que c'est vous qui dirigez le pays pour demander qu'on arrête les réformes aujourd'hui? Non, nous n'avons pas demandé l'arrêt de toutes les réformes au niveau du pays. C'est tout à fait normal qu'il y ait des réformes. Quand un ministre arrive, c'est tout à fait normal qu'au niveau des finances, qu'il y ait des réformes. Le ministre a-t-il le droit de faire des réformes, oui ou non? Le ministre a bien le droit de faire des réformes. Nous-mêmes, nous proposons des réformes. Les directeurs ont le droit de faire des réformes. Mais les réformes touchent aux emplois. C'est ça, nous disons que nous sommes dans notre devoir de nous battre. De quelles réformes exactement? Madame le ministre, vous l'avez suivi lors de sa communication à l'Assemblée nationale le 23 mars. Hein, elle a dit que la transformation de la Direction générale des douanes et des impôts en EPE va amener à une reconversion d'une partie du personnel. Vous comprenez? Reconversion d'une partie du personnel. Et on va ajouter compression parce qu'on va diminuer les effectifs. Mais les gens sont formés ils sont formés en fiscalité. On va les reconvertir pour qu'ils deviennent... On va amener les agents des impôts à aller travailler au niveau de la télévision nationale, au niveau de... Je ne sais pas, le ministère de l'Agriculture. Bon, c'est quel travail? Ça, c'est un. Ça, c'est le problème de reconversion. Ce n'est pas non. Nous pensons que ce pourquoi vous avez été formé, l'emploi que vous occupez, vous devez, voilà, séjourner là-bas. Maintenant, si vous voulez être... S'il y a reconversion, ça dit qu'il y a formation. Oui. Voilà, il faut se former pour faire occuper un nouveau emploi, un nouvel emploi. Maintenant, la question de diminution des effectifs, ça dit qu'il y aura compression. Parce que quelqu'un ne va pas venir avec des objectifs, puisqu'elle dit que c'est pour rendre la direction plus efficace et plus rentable. Voilà, tout à fait. Mais si on a trop plein d'effectifs, qu'est-ce qu'on en fait? Au Burkina, on a l'impression que souvent on recrute même sans véritablement... Mais ça, c'est la politique du gouvernement. Le gouvernement, si le gouvernement dit, quand on va venir, bon, par exemple, le gouvernement actuel, comme le gouvernement passé, chacun, lors de sa campagne, dit que, bon, quand le gouvernement va créer des emplois. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir utiliser à bon escient ces gens que vous allez former. Si vous n'avez pas vraiment besoin de recruter du personnel, voilà, il ne faut pas annoncer. Mais ici, nous voyons qu'il y a un personnel qui est là, qui a besoin de matière, c'est-à-dire que de technologie, de matériel pour travailler, des moyens pour travailler, à qui on refuse ces moyens. Et on veut amener des gens qui vont amener leurs moyens, comme Andon Amé Kotekna, voilà, et qui vont travailler, rentabiliser et se faire remplir. Elle a clairement déclaré que si ces réformes-là débouchaient sur des actes concrets, on aurait pu recouvrer mieux que ce qui est fait actuellement. Oui, mais est-ce qu'on peut entreprendre des Votre objectif, c'est quoi? Sans les parties prenantes. Oui. Nous sommes dans cette administration. Oui. Vous savez, ces réformes-là sont impopulaires. Ce n'est pas parce que nous sommes des syndicats. Impopulaires auprès de qui? Impopulaires auprès de toutes les administrations. Vous pensez? Nous pensons. Nous sommes convaincus. Toutes les administrations pensent que c'est vous aujourd'hui qui représentez toutes les administrations les financières, que vous voyez en douane, que vous voyez aux impôts, vous voyez au trésor, personne ne partage l'idée de madame. On ne peut pas venir dire qu'on va entreprendre des réformes comme ça. Ça ne peut pas venir du ciel. Il faut qu'on s'accorde. Qu'est-ce que vous voulez faire réellement? Si c'est pour envoyer des gens au village... On ne vous a pas envoyé le document pour que vous fassiez des amendements et tout ça? Vous n'avez pas voulu discuter? On n'a pas été... C'est un cabinet qui a été recruté et qui... Bon, cabinet maison qui fait des cabinet maison, ça veut dire quoi? Bon, cabinet maison, ça veut dire quoi? Vous voulez dire... Qu'on a l'habitude de prendre pour... Voilà. Vous voulez parler d'un marché de gré à gré ou de l'affairisme? Je ne sais rien. Une activité qui ne vaut pas la peine d'être chose, qui peut même voilà, être l'objet de réflexion au niveau même des cadres du ministère. On va aller prendre un cabinet, voilà, pour chose. Mais je pense qu'on pourrait regrouper les cadres là, pour dire, pour rendre les administrations financières, les régies notamment, plus efficaces, plus rentables, plus... Bon, comment, quelle stratégie nous pouvons développer? On n'a pas besoin de dire qu'on va transformer en EPE pour donner les moyens. Non, nous, donc pour vous, aujourd'hui, ces réformes-là, il y va même de la survie, même de l'employabilité de certaines personnes au Burkina Faso. Et c'est ce qui fait que les mouvements que nous avons engagés connaissent du succès. Et c'est parce que
bon, on me dit question de bon sens, que les directeurs ne doivent pas gréver, sinon je sais que si c'est ouvert, vous allez voir que tout sera fermé. Si ce n'est pas directeur, mais moi, ça je ne sais doit pas pas qui vous va donner rester. une certaine fierté de savoir que vous avez plongé toute l'économie d'un pays Absolument, dans le noir. non, nous ne pouvons pas nous contenter de voir des situations comme ça. Surtout, moi, je suis douanier. Quand je vois qu'en frontière, il y a des gens qui sont restés là-bas pendant longtemps, alors qu'ils Ça ne sont donne même pas une presque bonne image du arrivés. pays. Non, bonne image du pays, c'est selon, parce que les grèves, c'est partout dans le monde. Parlant de cette réforme que vous ne voulez pas au niveau du ministère, est-ce que vous êtes prêt à ce qu'il y ait des discussions sur les réformes qu'elle veut engager, tout en maintenant le personnel en l'état, sans qu'il y ait compression Mais éventuellement? pas l'idée de l'EPE. Pas l'idée de l'EPE. Pourquoi Là-bas, vous n'en voulez pas? nous n'allons pas transiger sur ça. Nous avons dit, nous sommes disposés au dialogue. Quand on veut dialoguer... Donc pas de DPE, vous ne voulez pas entendre On parler? ne veut pas entendre parler. Nous avons vu au Togo ici, voilà, lorsque Madame le ministre est arrivée, elle avait fait effleurer sur la tête des gens là l'idée de l'office togolais là, donc pour faire un truc pareil. Mais aujourd'hui, ça bat de l'aile au Togo. Je pense que ce n'est pas un bon exemple ici. En refusant catégoriquement, on a l'impression que c'est vous qui finalement dirigez le ministère de l'économie et des finances. Non, pas du tout. Mais le ministère des Finances aussi, il regorge des cadres très très compétents qui peuvent aussi diriger le ministère en dehors de Madame le ministre. C'est pas que je la rabaisse, mais je trouve que, voilà, il faut pas Vous aussi pensez souvent élever qu'elle les choses. exagère dans tout ce qu'elle veut faire comme réforme aujourd'hui? On a C'est les l'impression que sentiments. depuis qu'elle est C'est les venue, sentiments que nous avons. apparemment, elle est dure, et vous ne voulez pas de réforme. C'est les Apparemment, sentiments que nous avons. C'est les sentiments que nous avons. Pas qu'elle est légère, mais elle n'a pas de considération. C'est ce que je pense, personnellement, qu'elle n'a pas tellement de considération et si pour elle les vous cadres. rétorquait en disant, par exemple, Pour qu'elle les est cadres. venue parce qu'il y a un président qui a été voté et ce président veut des résultats et ils ont l'obligation de faire des réformes? Voilà, par exemple, cette question de l'homme, nous avons dit, et lors de certaines rencontres, que nous ne nions pas le droit au président de faire des réformes, mais les réformes majeures de telle nature pouvaient être dites dans un programme de campagne. Et à ce moment-là, tout le monde sait que le président, il avait annoncé que s'il arrive, il va transformer la direction générale des impôts ou des douanes en EPE. Et là, maintenant, c'est compliqué. Ça, c'est tout le peuple a dit, en voter, c'est comme la Constitution. Vous êtes en train de donner des C'est idées comme la Constitution. Si vous votez la Constitution, dans toutes ces dispositions, vous ne pouvez pas dire que... Vous les respectez. Voilà, vous devez les respecter. Ça veut dire que vous êtes en train de donner des idées aux politiciens pour 2020 sans doute. Absolument, oui, voilà. Tout à fait. C'est bien toujours de renseigner les gens sur ce qu'on veut faire. Parce que, de toute façon, nous voyons certains politiciens dire, c'est comme si on veut piéger une partie des travailleurs que nous sommes. Piéger. Voilà, piéger. Voilà, il y a des EPE déjà qui existent dans ce pays, mais est-ce que ça fonctionne bien. Vous connaissez quel EPE qui fonctionne bien? Mais il y a beaucoup d'EPE dans ce pays. Lesquels? Vous connaissez, je ne sais pas, c'est lequel EPE que vous connaissez qui fonctionne très bien? Vous pensez aujourd'hui que le gouvernement n'est pas sur le bon chemin, clairement pour vous? Nous sommes même convaincus. Et le débat peut être lancé pour qu'on en parle. Voilà, bien que ça ne soit pas... Parce que les structures de finances, on ne peut pas amener le débat sur un terrain de... C'est comme les questions de droit qu'on amène sur des terrains des personnes qui ne sont pas spécialistes et qui se disent qu'ils connaissent. Normalement, les juges, non, ce n'est pas comme ça. Ici, les questions financières, je pense qu'il y a des gens qui ont été formés, qui peuvent se prononcer et qui peuvent dire des choses plus éclairées. D'accord. Il se pourrait que madame ait raison, oui. Mais il faut que ça soit suffisamment Vous aurez aimé accepté. que le débat soit plus ouvert. Plus ouvert. Ok. Et accepté. C'est ça, nous avons et dit accepté. Vous avez parlé aussi de la résiliation des contrats de vérification des importations avec les sociétés privées. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Apparemment, chez vous, on impose ce que nous voulons et ce que les autres disent, nous, ça ne nous intéresse pas. Je vous explique. Oui. Et dans les années 90, avec les programmes d'ajustement structurel, oui, les fameux PASS. Voilà. Et les gouvernements des pays en développement ont sollicité un soutien des organisations, notamment l'OMC, l'OMD, voilà, pour renforcer leur capacité de recouvrement, de mobilisation des recettes. Et comme ils n'ont pas les moyens, les organisations-là leur ont proposé de s'attacher les services d'inspection, les services des sociétés privées-là, qui sont outillés en matière technologique et en matériel adéquat pour les aider à évaluer les marchandises importées, notamment la détermination de la valeur, l'espèce tarifaire, la qualité, l'origine. Bon. Et dans les termes, ils ont dit que normalement, entre 3 et 5 ans, et ces sociétés-là devront pouvoir rentabiliser et céder toute la technologie à la douane. C'est-à-dire permettre à la douane de se moderniser et d'accomplir sereinement ses missions. Mais nous avons vu
nous avons commencé avec Société Générale de Surveillance, puis en 2004, on est passé à Cotecna, et depuis 2004 jusqu'à cette année, le gouvernement ne parle pas d'arrêter le contrat. Et Cotecna aussi, on ne voit pas que Cotecna fait quelque chose dans le sens à permettre à la douane de relever les défis. Ah, vous pensez que Cotecna ne fait pas un bon travail? Non, Cotecna ne fait pas. Parce que on doit être formé. Cotecna tente de montrer à l'opinion qu'il faut un travail exceptionnellement bien. Bon, ça c'est l'opinion, mais nous sommes douaniers. Moi, je ne sais pas si vous appelez le directeur général de douane ici, ou bien ce n'est pas n'importe quel directeur de la douane ici. Il va venir applaudir Cotecna. Moi, je ne sais pas. Mais donc, moi, pour vous, Cotecna doit disparaître? Je suis convaincu que sans Cotecna, nous allons accomplir les missions que nous allons réaliser. En quoi Cotecna vous gêne? Dites-nous. En quoi Cotecna vous gêne? Non, Cotecna, là où Cotecna gêne, c'est qu'il est clairement montré que l'implication de Cotecna dans l'accaparement de Cotecna de certaines attributions des douaniers, ça fait que ça a amené les douaniers à rabaisser leur niveau. C'est-à-dire à ne plus se cultiver en matière technique, en technique douanière. Donc nous trouvons que, et dès lors que ce constat a été fait par l'Organisation mondiale des douanes, par l'Union africaine, par l'UEMOA, par l'FMI, et recommandations ont été faites par les directeurs généraux de la région Afrique de l'Ouest et du Centre des douanes, par l'OMD. Hein. Ces recommandations faites, on n'a plus de raison, depuis 2013, on n'a plus de raison, jusqu'à 5 ans, à continuer à travailler avec la même structure. Oui. On devait quand même, depuis 2013-2014, commencer à poser les jalons. Vous voulez finalement qu'on fasse quoi? Sans Cotecna, comment vous voyez l'avenir? Non, aujourd'hui la technologie est avancée et nous avons déjà des éléments qui puissent nous permettre d'établir une base de données. Il y a déjà un accord qui vient d'être signé avec la douane du Togo. On a vu le lancement d'une initiative. Par exemple, exemple, que déjà, on est en train de remplacer progressivement Cotecna? Non, pour ce que vous avez vu sur le Togo, ce n'est pas une affaire de remplacer Cotecna. Mais c'est déjà quand même un premier pas de franchi. C'est un premier pas. Oui. Effectivement, ça permet de ne pas avoir une rupture documentaire. Les documents qui seront présentés au port au Togo seront les mêmes qui seront présentés au Burkina à l'arrivée. Et ce qui n'est pas mal. Parce qu'il peut arriver que du Togo au Burkina, qu'il y ait un contrefaçonnage des documents. Voilà, donc, alors, on s'achemine pratiquement vers la fin de cette émission. Il ne reste plus beaucoup de temps. Deux personnes... Il y a aussi la question de CCBA que nous avons évoquée. Oui, bien sûr. Nous avons dit qu'il n'est pas approprié, voilà, il n'est pas indiqué pour nous de sortir de Cotecna et de laisser CCBA en train de dévoiler le véhicule. Nous voulons prendre toutes nos attributions. Les attributions des douaniers, les douaniers veulent les assumer. Voilà, et maintenant être apprécié par rapport aux services qui nous auront. Est-ce que aussi la douane prend CCVA aujourd'hui? Vous vous rassurez l'opinion que ça pas CCVA. Parce que CCVA, c'est un contrat qui a été signé l'année passée. Oui. Avant ça, les douaniers dédouanaient les véhicules. Maintenant, il est arrivé que, bon, on a pensé que, voilà, si Cotecna et CCVA ajoutent son expertise, ça va renforcer les capacités de la douane dans la mobilisation. Mais nous voyons que la méthode utilisée par CCVA, bon, n'est pas aussi efficace, extraordinaire. D'accord. Voilà qui est bien dit. En tout cas, on espère que vous avez été entendu sur le sujet. On s'achemine, comme je l'ai dit, vers la fin de ce rendez-vous. Deux agents ont été relevés de leur fonction lors du dernier Conseil des ministres. Vous réclamez qu'on les réintègre à leur poste. La ministre n'a pas le droit d'enlever qui elle veut finalement. On a l'impression que c'est vous qui dictez ce que vous voulez au ministère. Et vous savez, en matière syndicale, tout ne s'analyse pas comme ça. Mais le pays ne vit pas que du syndicalisme. Absolument. Mais les syndicats aussi font partie de la vie normale du pays. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des syndicats dans tous les secteurs d'activité. Pour des gens qui ont exercé leurs droits constitutionnels, on ne peut pas se permettre de dire qu'on va les relever. Parce que il faut, je pense que dans la Constitution, il est écrit que l'administration doit être apolitique et il est laïque. Ou bien, elle est laïque. Elle est laïque. C'est ça? Oui. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'un tel il est directeur, voilà, le fait de gréver, c'est un désaveu au chef de l'État ou au gouvernement. Non, ce n'est pas ça. Parce que la fonction de directeur a une fin. La fonction de directeur a une fin. Mais la fonction aussi, elle a des obligations aussi. Par exemple... Elle a une fin, mais elle a des obligations. Elle a des obligations. Elle a des obligations qui ne sont pas prévues par une réglementation particulière. Ni la condition, ni une loi ne dit qu'un directeur n'a pas le droit d'aller en grève.
Je n'ai pas connaissance qu'il y a un texte qui dit dans ce domaine-là. Voilà, parce qu'un directeur qui a ses intérêts menacés, je pense qu'il a le droit de manifester, voilà, de dire. Et aujourd'hui, bon, quand on voit, on dirait que c'est une autocratie au niveau du ministère. Sinon, si les gens ne peuvent pas exprimer leur opinion, bon, donc ça vous pensez ne va aujourd'hui pas. que Madame le ministre n'a pas le droit d'enlever qui elle veut d'un poste? Non, on n'a pas dit ça. Le ministre de la Communication a dit Oui. clairement qu'elle nomme qui elle veut, elle enlève qui elle veut. Voilà, mais si le gouvernement fonctionne comme ça, oui, c'est regrettable. ce ne serait pas nouveau au Burkina. Les mercredis, on nomme et on enlève les gens, ça a toujours été le normal. cas. Mais on dit, on a nommé, M. Kadiogo Matia nommé directeur général de Burkina Faso, par exemple, ou bien. Pas en conseil des ministres. Donc vous demandez qu'on explique pourquoi ces deux ont été enlevés de leur poste. Bon, on n'a pas besoin d'expliquer, puisqu'on sait que c'est parce qu'ils ont exercé leurs droits de grève, parce qu'ils ont choisi. Désormais, ça fait partie des points importants de. Oui, mais nous, on va même amener tous les autres, les directeurs agréés, pour voir maintenant c'est qui, on va mettre à la place de qui. Si on fait ça, on va voir. Donc vous allez vers la paralysie totale des institutions au niveau des non, on va pas. Non, mais nous pensons que le gouvernement sera raison garder pour ne pas nous amener à faire des choses comme ça. Donc il faut que le gouvernement fasse marche arrière. Vous insistez. Nous pensons qu'il serait bien indiqué que le gouvernement ne s'arc-boute pas sur ce sujet-là pour dire que voilà. Mais le gouvernement peut expliquer voilà, que de son point de vue, voilà, avant de le connaître que, bon, et comme vous demandez, on peut accéder, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais en faisant ça, c'est comme une sorte d'oppression. Voilà, comme on t'a nommé, il faut... Même si tu vas laisser, on va faire la réforme, et demain tu n'es plus directeur, on a fait la réforme, tu n'as plus ce que tu avais hier, bon, alors que tu aurais dû lutter. Et c'est ça que les gens trouvent que non. Si c'est ça, tout le monde va remettre son fauteuil de directeur et descendre, lutter. Voilà, après ça, on verra. En tout cas, c'est bien parti pour ces luttes à n'en pas fini au niveau du ministère des Finances. On est pratiquement à la fin de cette émission. Dites-nous, Sarah Sémé, médiateur du FASO, qui s'invite dans le débat donc, de votre grève, elle vous a demandé de suspendre votre sit-in, vous avez refusé. Non, nous n'avons pas refusé. Vous avez refusé? Nous n'avons pas refusé. Vous avez refusé. Si vous aviez accepté cette proposition, on n'en serait pas toujours là aujourd'hui. Non, nous avons observé une certaine prudence. Parce que mais vous aurez pu accepter et puis la mettre au défi maintenant. Au niveau du ministère, à un moment, nous avons voulu observer, nous avons voulu déposer un préavis. Et il y a le collège des conseillers techniques et des chargés de mission qui nous ont invités à une table de discussion, à l'effet de mener une médiation. Voilà, en disant que, ils nous ont dit que, voilà, ils pensent que c'est un linge sale qui est là et que ce linge sale-là, ils sont convaincus qu'il peut être lavé en famille. Nous avons dit, ah tiens, voilà que nous commençons en tout cas à trouver les voies de sortie de crise. Nous avons accepté. Et quand on est allé, ils ont demandé qu'on sursoive à nos futures actions. Nous avons effectivement sursi à ces actions-là. Et ces conseillers ont fait des propositions de sortie de crise. Malheureusement, ces propositions ont été bloquées quelque part. En tout cas, ces propositions ne sont jamais parvenues à qui de droit que nous sommes. Donc, nous avons dit, comme on a vu ça, il y a eu un précédent. Il y a eu un précédent. Il faut pas, ce n'est pas qu'on n'a pas confiance à Madame le médiateur du FASO. Nous saluons même son engagement et son implication dans la résolution de la crise qui existe. Mais nous avons dit que c'est bien d'être prudent en observant le sitting parce que ce n'est pas une paralysie totale. De 8 heures, nous travaillons à 7h30 et on commence à descendre à 8h, 8h30. Jusqu'à 14h. Voilà. Et à 14h, on reprend le travail pour aller, pour ceux qui n'ont pas beaucoup à faire, 15h30. Ceux qui ont plus peuvent aller à 16h, 17h, 18h. Ça ne dérange pas. Voilà qui Malheureusement, le gouvernement a préféré réprimer comme ce qu'il a fait au moment de la grève. Ce sont des travailleurs, donc si la situation se des travailleurs qui descendent, oui, qui manifestent pacifiquement pour dire leur mécontentement par rapport à des décisions qui sont prises, par rapport au non-respect des engagements, et qu'on se lève, on dit non, il faut les réprimer, il ne faut pas les laisser, c'est comme des délinquants. C'est toute chose que nous déplorons. Vous pensez qu'on ne vous respecte pas trop? Nous trouvons qu'il n'y a pas de respect. Voilà, parce que le droit de manifester, le droit de se syndicaliser, c'est prévu par la Constitution, c'est prévu par l'Organisation internationale du travail. Donc on ne peut pas, sur la base de ça, il n'y a pas de violence. Personne n'a insulté personne, il n'y a pas de menace.
et on se lève, on déploie la police qui, si vous étiez hier au ministère, voir comment les policiers nettoyaient les travailleurs, vous allez vous dire que parmi ces travailleurs, il n'y a pas des gens qui seront directeurs généraux ou bien ministres de demain. C'est ça. Vous avez vu. Il y a des gens dans ces pays-là, même dans ce gouvernement, qui ont eu à manifester. Et qui se retrouvent aujourd'hui aux affaires. Ou bien. Comme quoi l'histoire s'écrit. Ouais, comme quoi l'histoire s'écrit. On est pratiquement en fin d'émission. Je voudrais vous poser une dernière question. Oui. Alors, vous êtes sur Burkina Info, vous avez le président Roch Marc Christian Kaboré en face de vous. Oui. En tant que coordinateur de cette lutte syndicale, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Moi, je voudrais demander à son Excellence, Monsieur le Président, de s'élever pour gérer personnellement, effectivement, le pays. Parce que l'impression que j'ai, comme je lui parle directement, mon sentiment personnel est que, comme par moment, il se base sur des ondits, ou bien il laisse le guidon à d'autres acteurs. Et nous souhaitons, moi je souhaite personnellement, qu'il prenne le guidon lui-même pour manœuvrer. Qu'on ne laisse pas tout le monde embarquer, tout le monde pour amener dans les ravins. Que le président s'implique, s'inquiète et s'informe pour chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui peut être fait. Parce que dans le cas de notre crise, de la crise au sein des ministères, nous avons le sentiment qu'il y a un seul acteur qui est en face des syndicats et qui embarque tout le gouvernement. Qui fait ce qu'il veut. Voilà. Et nous pensons que c'est le moment pour le président de ne pas laisser perdurer les crises sociales. Parce que personne n'a intérêt à ce qu'il y ait implosion. Moi, je suis une vie, j'ai une famille, c'est une vie. Et une famille qui est composée de beaucoup de gens, j'ai des amis. Voilà. Rien ne dit que si ça va, si ça ne va pas, je vais exister encore. Donc je trouve que ce serait bien que le président, qui est d'une grande personnalité, qui en tout cas est beaucoup apprécié. Le diplomatiquement correct finalement. Diplomatiquement correct, voilà, qu'il s'emploie à gérer les crises et à les contenir pour ne pas les laisser se propager ou bien prendre des proportions qui vont inquiéter. On s'arrête là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Aux téléspectateurs de Burkina Info, ainsi prend fin l'émission Le Grand Débat de ce jour. C'était avec Mathias Kadiogo, inspecteur des douanes, il faut le signaler au passage, coordonnateur donc, de cette lutte qui est menée au niveau des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. Très bonne suite de programme à tous et à toutes. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir chez vous.